Ta, ta, ta. En fait, depuis longtemps, je m'intéresse au chamanisme, puis j'avais observé plusieurs similitudes entre le chamanisme et le spiritisme. Mais c'est à la lecture du livre Anthologie du chamanisme que tout est devenu très évident pour moi. Donc, j'ai pensé que cela pourrait être intéressant de dresser le portrait des deux mouvements, puis de rappeler par le fait même de nombreux enseignements prodigués par le spiritisme. Anthologie du spiritisme, du chamanisme, pardon, c'est écrit par un groupe de 23 personnes, dont des chercheurs et anthropologues, et dont les textes ont été réunis par Shirley Nicholson. Puis, au niveau de l'auteur ou des auteurs, on sait que le livre des esprits a été écrit par plusieurs esprits et que les informations ont été compilées, codifiées par Alan Kardec. Donc, tout comme pour le livre que j'ai lu, l'anthologie du chamanisme, ben, il s'agit de plusieurs auteurs. Donc, déjà là, je trouve ça intéressant de pouvoir un petit peu comparer les deux. Donc, le plan, on va voir quelques définitions. Les esprits, comment on les sont perçus, tant pour le spiritisme que pour le chamanisme. La réalité de ces deux mouvements-là, les états de transe, les séances des obsessions, les séances de guérison. Quel est le rôle du chaman? On pourrait dire aussi quel est le rôle du médium pour le spiritisme. Quelles sont les capacités psychiques, l'apprentissage, la préparation, tant pour le chaman que pour le médium. Et la conclusion. Donc, le chamanisme, c'est un système de croyances et de techniques d'interaction entre l'homme et sa tribu d'une part, et le monde intermédiaire des esprits de la nature d'autre part. Donc, incluant l'esprit humain. Il n'y a pas juste l'esprit humain, il y a aussi les esprits de la nature et les animaux. Donc, la personne est considérée comme l'intercesseur entre les humains et les esprits et le chaman. Donc, le chaman, c'est la personne qui va intercéder entre les humains et les esprits. Du côté du spiritisme, Alan Kardec a défini le spiritisme comme étant une doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits, possédant des lois morales et reposant sur une échelle spirite. Donc, c'est fondé sur la croyance en Dieu, en la réincarnation et en la communication avec l'au-delà. Déjà, il y a des similitudes ici. Euh, donc, science ou religion. Pour le chamanisme, selon Michael Harner, le chamanisme, en définitive, est seulement une méthode. Ce n'est pas une religion avec un ensemble de dogmes établis. C'est pourquoi on parvient, par expérience, à ses propres conclusions sur ce qui se produit dans l'univers et par suite sur les termes les plus commodes pour décrire la réalité ultime. Existence d'un Dieu, créateur de l'univers. Le chamanisme croit en ça. Donc, le chamanisme n'est pas une religion. L'expérience spirituelle devient une religion seulement après que la politique s'en soit mêlée. Ça, c'est l'avis de Michael Harner. Michael Harner, il est anthropologue et ancien professeur dans différentes grandes universités américaines. Donc, d'un point de vue anthropologique, ben, le chamanisme, c'est un phénomène culturel. Et puis, on sait que pour le spiritisme, ben, le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Comme science pratique, consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Hein, Alan Kardec a dit, croyez d'abord et vous comprendrez ensuite si vous pouvez. Il dit, comprenez d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez. Donc, de là que le spiritisme est une science pour Alan Kardec. Hein, il faut comprendre d'abord, puis ensuite on croira si on a les preuves finalement. Donc, au point de vue religieux, le spiritisme a pour base les vérités fondamentales de toutes les religions. Dieu, l'âme, l'immortalité, les peines et les récompenses futures. Mais il est indépendant de tout culte particulier. Le spiritisme n'est ni une secte, ni une religion. Il n'a ni culte, ni dogme, ni dogme, pardon, ni hiérarchie.
Il ne fait pas de prosélytisme. Il ne cherche ni convaincre, ni à convaincre, ni à imposer ses idées. Le chamanisme, c'est un système complexe de croyances, comprenant la connaissance et l'acceptation des noms des esprits auxiliaires à l'intérieur du panthéon chamanique. Donc, la mémorisation de certains textes, des serments, des chants, des légendes, des mythes, les lois inhérentes aux activités, comme des rituels, des sacrifices, des techniques de l'extase, etc. Ainsi que eux, ils utilisent des objets, des instruments et des attirails utilisés par les chamans, dont des tambours, des cannes, des arcs, des miroirs, des costumes. Tous ces composants sont reliés entre eux par la foi apportée à l'ensemble du complexe chamanique. Bon, il existe une impressionnante littérature anthropologique sur le chamanisme qui est encore pratiquée aujourd'hui chez les Esquimaux, les Sibériens, les Mongols et à travers toute l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Hein, en Amérique du Sud, on pense au Brésil, entre autres, au peuple Tupi-Guarani qui pratique encore le chamanisme. Pour la philosophie spirite, il y a les bons esprits et les esprits inférieurs, la connaissance des lois divines, le rituel de la prière, donc les incantations. C'est les chamans, eux, ils ont des serments, des chants, des légendes. Nous, le spiritisme, on a des prières. Pour le spirit, il n'y a pas d'objet semblable au chamanisme à proprement parler pour arriver à une communication avec les esprits. Mais on sait qu'aujourd'hui, bon, compte tenu que le spiritisme est une science, beaucoup de chercheurs s'intéressent aux preuves qu'on peut recueillir justement avec des instruments, comme on pense à la transcommunication instrumentale, l'enregistrement de voix. Il y a différentes méthodes aussi pour essayer de percevoir l'image des esprits à travers une fumée qui est projetée dans une cage avec des lasers. Donc, il y a tout un setup là pour essayer de visualiser le visage de l'esprit avec lequel on communique. Euh, Moi, je vois pas je m'excuse, là, je vois pas personne. Si jamais vous avez des questions, parce que j'ai pas activé mes participants, si je l'active. Je vais essayer. OK. Donc là, si vous levez la main, ben, je pense que je vais vous voir. OK. Donc, la réincarnation pour le chamanisme. Les aborigènes d'Australie croient que les esprits de leurs ancêtres morts reviendront sur Terre sous forme humaine. Ils pensent même que lorsque ces ancêtres reviendront du monde spirituel, ils le feront sous l'apparence de grands chefs et de hauts dignitaires, ce qui montre qu'ils croient non seulement à l'immortalité de l'âme et de l'esprit, mais aussi à cette notion plus sophistiquée que les esprits évoluent et peuvent revenir parmi nous avec pour but de guider et d'assister les âmes moins évoluées. La philosophie spirite enseigne l'immortalité de l'âme et son évolution aussi à travers la réincarnation. Donc, on a une belle similitude ici entre le chamanisme et le spiritisme. Toujours pour les aborigènes d'Australie, pour eux, l'esprit de l'homme demeure toujours en contact avec les sphères spirituelles supérieures de l'être. Même si on n'a pas conscience de ce contact en situation normale. Et donc, il est possible d'établir une communication directe entre les plans humains et divins, sans l'intervention d'un intermédiaire ecclésiastique. À cet égard, leurs croyances diffèrent de la position de plusieurs écoles théologiques qui professent l'existence d'un fossé infranchissable entre l'humain et le divin. Les aborigènes d'Australie ne reconnaissent pas ce fossé, car ils font directement, personnellement, l'expérience de cette interconnexion et de la communication entre ces deux plans au travers de techniques d'extase chamanique. Puis pour le spirit, ben, les esprits sont tout autour de nous et peuvent nous influencer à tout moment, nous inspirer, sans que nous en soyons conscients. Donc là aussi encore, il y a une similitude avec le chamanisme et le spiritisme. Donc, quels sont oui, pardon.
Quelles sont nos suppositions, par rapport au chaman? C'est un comportement humain qui est exotique, voire dangereux. Hein? Qu'est-ce qu'on pense des chamans, nous autres, là, les Nord-Américains, là? Est-ce que c'est une anomalie archaïque, aujourd'hui résolue par la psychiatrie moderne? Est-ce que c'est un vestige des origines secrètes de notre vie sacrée? Est-ce que le chaman, c'est un personnage ludique à l'imagination débordante? Il y en a qui pensent que c'est un psychopathe confus des sociétés primitives, un schizophrène. Il y en a qui pensent que c'est un schizophrène parce que les chamans entendent des voix. Les médiums aussi entendent des voix. Est-ce que c'est un titre qui est réservé aux hommes? Donc, quelle est votre perception du chaman ou du chamanisme comme tel? Puis en passant, ce titre n'est pas seulement réservé aux hommes. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de femmes chamanes dans plusieurs tribus. Et encore aujourd'hui, le chamanisme existe, puis il est très répandu. Donc, on va voir un petit peu, essayer de démystifier ça. Donc, quelle différence qu'il y a entre le chaman et le schizophrène, alors que toutes les deux entendent des voix? Pour le schizophrène, euh, entendre des voix d'esprit, quelquefois, voient et sentent leur présence quand ils ne devraient pas. Il est victime des voix qu'il entend, qui se moquent de lui et le critiquent généralement. Donc, pour le schizophrène, il est sous le contrôle de ses voix. Tandis que pour le chaman, il existe deux mondes dont il reconnaît la validité respective. Il ne confond pas les deux, alors que le schizophrène va confondre les deux mondes. Le chaman, il voit et parle aux esprits dans un état de conscience modifié de manière volontaire et contrôlée. Et ce, pour un certain temps, car il doit occuper des tâches sociales importantes. Le chaman occupe une place très, très importante dans sa tribu. Donc, il garde toujours sa, consci- sa tête sur les épaules et sa raison. Alors que le schizophrène, ben, il perd la raison parce qu'il confond les deux mondes. Le chaman, il est considéré être un médium qui, en état de transe consciente, il communique avec les esprits d'autres mondes. Donc, il a contact avec des esprits évolués par lesquels le chaman demande assistance. Suivant Robert Hamayon, reprise par Bertrand Hell, le chaman serait soit celui qui sait, soit celui qui bondit, s'agite, danse comme un animal. Parce que le chaman, il va communiquer aussi avec les animaux. Donc, parfois, prendre, s'associer à l'esprit d'un animal, ça va aider à combattre le mal, les esprits malins. Pour, euh, pour le spiritisme, le courant de pensée estime que les médiums peuvent communiquer avec les défunts par l'utilisation d'une énergie spirituelle au moyen du périsprit. Donc, c'est fondé sur la croyance en Dieu, en la réincarnation et en la communication avec l'au-delà. Le mot chaman, il vient de la langue Tungus, c'est une langue de Sibérie, puis il fut mentionné pour la première fois au 17e siècle. Donc, c'est quand même un mot relativement ancien. Donc, qui est le chaman? C'est un être aux dons multiples. Oui, cette affaire-là, c'est que j'essaie d'enlever. Je peux avoir, ok. Il y a des dons multiples, le chaman. Il possède la clairvoyance, la précognition, la télépathie, la médiumnité, la faculté de diagnostiquer, de guérir. Comparativement aux mystiques et les spécialistes de la psyché, comme les psychologues, les psychiatres, le chaman joue un rôle social destiné et reconnu par la communauté. Le chaman joue le même double rôle que le psychanalyste. En réalité, la guérison chamanique semble être l'exacte contrepartie de la guérison psychanalytique, mais avec une inversion de tous les éléments. Le psychanalyste écoute tandis que le chaman parle. Hein. C'est ça, quand on va voir un psychiatre, puis on se fait psychanalyser, ben c'est le patient qui parle, qui va parler, puis le psychologue, le psychanalyste, lui, va écouter. Tandis que le chaman, lui, il parle aux esprits. Et la personne qui demande la guérison, ben, il va écouter.
Qui est le médium pour le spiritisme? Le rôle central du médium est de transmettre des messages des esprits aux vivants et inversement. Aussi, le médium peut parler aux esprits, souvent pour apporter du réconfort ou de l'aide. Donc, les facultés paranormales, ces individus perçoivent les esprits par divers moyens, soit par la clairvoyance ou encore la clairaudience, le ressenti physique, la clairsentience que ça s'appelle, ou les changements de température aussi. Donc, il peut y en avoir d'autres aussi, là, mais disons que c'est les, les principaux dons là, qui sont attribués au médium. Donc, c'est sensiblement les mêmes que pour le chaman. Selon Rabbi Gersom, les prophètes juifs, Élie et Élisée, ça c'est dans la Bible, là, hein, les prophètes, peuvent être considérés comme des chamans. L'Ancien Testament mentionne des cas altérés de conscience accompagnés de guérison, de résurrection, d'exorcisme d'esprits malfaisants. Hein, on se souvient aussi de Jésus-Christ quand il a chassé les démons là, je me souviens plus du nom de la personne. Donc, puis aussi, ils ont le don de prophétie. Les prophètes avaient le don de prophétie, tout comme les chamans. Certains prophètes peuvent être vus comme des chercheurs de vision, recevant leur inspiration de messagers de l'au-delà, et à l'époque biblique, les rêves servaient couramment à guider les gens. Donc, Rabbi Gerson, il enseigne la spiritualité juive dans la tradition des Magib, des pêcheurs conteurs d'histoire, les prêcheurs conteurs d'histoire, pardon. Il pratique aussi le chamanisme, utilisant les techniques de la mystique juive pour ses consultations et ses guérisons psychologiques. Donc, on voit que c'est tout un mélange ici là, de sciences. Le chamanisme, c'est la tradition occulte la plus archaïque et la plus largement répandue, selon Mircea Eliade. On le retrouve dans toutes les sociétés établies, la nôtre y compris. Ici, on sort un petit peu du chamanisme et du spiritisme, juste pour aborder un petit peu le yoga tantrique, hein, qui est plus une tradition tibétaine. Juste pour montrer que ça existe dans d'autres civilisations aussi, là. Il y a des choses similaires. Le yoga tantrique et le chamanisme impliquent aussi tous deux l'incorporation de Dieu. Donc, le chaman est possédé par l'esprit qu'il contrôle, le maître yogi, s'identifie au Dieu représentatif des forces universelles au point de devenir l'un d'eux et d'en venir ainsi à utiliser ses forces. Comme je disais tantôt, le chaman, il peut utiliser les forces d'un animal pour parler aux esprits de bas niveau. De plus, les expériences initiatiques des chamans ont beaucoup d'analogies avec celles que connaissaient les yogis lorsqu'ils éveillent la Kundalini. Par exemple, J. Krishna raconte à propos de lui-même qu'il fut frappé d'épouvante, effrayé par sa propre mort, grelottant comme s'il avait de la fièvre, avant d'être sauvé par un rayon lumineux. Cette description est strictement semblable à celle de l'extase chamanique. Dans le spiritisme, les médiums à effet physique sont incorporés par des esprits. On pense à Chico Xavier lorsqu'il psychographie l'esprit d'Emmanuel, l'exemple d'un livre de consolateur. Et Gilberto Aroda, lui, c'est un médium aussi, qui est matérialisation de l'esprit du docteur Frédéric von Stein. Lors des passes magnétiques, le passiste est assisté d'esprits dédiés qui utilisent les forces spirituelles universelles pour le bien de celui qui reçoit les passes. Donc, il y a une interaction directe là, avec les esprits. Euh, donc, les esprits, qui sont-ils? D'abord, pour le chamanisme. Ça, c'est la définition anthropologique. Dans toutes les cultures, on les décrit de manière subjective comme étant des forces transpersonnelles, nous animant ou nous traversant, mais échappant presque toujours à notre contrôle. Ce qui signifie que ces forces ou actions, le plus souvent, personnifiées, sont des entités autonomes, possédant leur propre programmation. À l'état de veille ordinaire, on ne peut généralement pas les contacter ni les faire travailler, alors qu'en état altéré de conscience, on peut les voir distinctement. Combien d'entre nous ont été visités dans leurs rêves par des morts ou des personnes mythologiques venues leur montrer de nouveaux chemins? Donc, le point de vue anthropologique est important, puisqu'il s'intéresse à l'humain en tant qu'être individuel et social,
Il est neutre en quelque sorte, puisqu'il se fait observateur. Et donc, c'est des forces qui sont capables d'infliger la maladie ou même la mort. On pense ici aux schizophrènes qui entendent des voix. Parfois, ces voix demandent de tuer ou de se suicider. Donc, on voit que ils ont quand même un pouvoir important. L'important, c'est d'en être conscient. Les esprits pour le chamanisme, là, ces êtres ne sont pas imaginaires dans le sens où ils seraient purs fantasmes ou constructions fictives. Non, ils sont imaginales, c'est-à-dire qu'ils existent dans un plan d'expérience où ils vivent leur propre réalité. Pour les spirites, selon Alan Kardec, dans le livre des esprits, il y a trois grandes classes d'esprits. Cette classification n'a rien d'absolu. Il n'y a pas de frontières tranchées entre elles, mais il y a des nuances qui s'estompent comme pour les couleurs de l'arc-en-ciel, mettons. Ces catégories sont basées sur le degré de leur avancement. Observation qui est faite quant aux nuances de savoir, de capacité et de moralité qui les distinguent. Donc, la première classe, c'est les esprits purs, ceux qui ont atteint le suprême degré de perfection morale et intellectuelle. Ce sont les esprits lumineux. Après, il y a les bons esprits, qui a la prédominance de l'esprit sur la matière, désir de faire le bien. Ils ne sont pas parfaits, mais leur désir, c'est de faire le bien. Et puis, il y a les esprits imparfaits, ou la prédominance là, de la matière sur l'esprit. Eux, ils restent là, vraiment tout près du monde matériel. Ils ont une propension au mal, l'ignorance, l'orgueil, l'égoïsme et toutes les mauvaises passions qui en sont la suite. Ils ont l'intuition de Dieu, mais ils ne le comprennent pas si on pense aux esprits obsesseurs, mystificateurs. Donc, si vous voulez en lire plus long là, sur la catégorie des esprits, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sous-catégories à ces trois classes-là des esprits, bien, vous pouvez consulter le chapitre premier du livre des esprits. Donc, on va parler de l'échelle spirit. Ici aussi, je fais sortir un petit peu du spiritisme et du chamanisme pour parler juste brièvement de Carl Jung et Philémon. Hein, Carl Jung, c'est un psychologue. Donc, c'est un exemple d'un personnage bien connu qui n'appartient ni à la tradition spirite ni chamanique. Philémon, il aurait été le prophète Élie. Donc, Philémon, c'est un ancien gnostique qui apparut à Jung sous les traits d'un vieil homme en rêve. Il est à la fois l'initiateur de Jung, celui qui délivre des enseignements, le protecteur qui lui indique la bonne voie, et parfois aussi celui qui l'égare à dessein. Donc, Philémon, ainsi que d'autres personnages, là, c'est Jung qui parle ici dans son autobiographie. Il dit que Philémon, et ainsi que d'autres personnages de mon imagination, m'apportèrent la connaissance décisive qu'il existe dans l'âme des choses qui ne sont pas faites par le moi, mais qui se font d'elles-mêmes et qui ont leur propre vie. Philémon représentait une force que je n'étais pas. En imagination, j'eus avec lui des conversations, et il dit des choses que je n'aurais pas pensées consciemment. Je perçus très exactement que c'était lui qui parlait et non pas moi. De temps en temps, j'avais l'impression qu'il était comme physiquement réel. Je me promenais avec lui dans le jardin et il était pour moi ce que les Indiens appellent un gourou. Donc, c'est un extrait de son autobiographie. Donc, on peut dire que du point de vue anthropologique, Jung était un chaman et du point de vue spirit, ben, il était un médium inspiré. Oups, ça. Ah, ça, c'est l'illustration qui est ici, c'est Jung qui a fait cette illustration-là de Philémon. Hein, un ange, plus ni moins, avec des ailes. La nature des pensées selon Philémon, c'est ce que Philémon a dit à Jung. Jung continue ainsi dans son autobiographie en parlant des pensées.
Philémon m'expliqua que je procédais avec les pensées comme si je les avais créées moi-même, alors qu'à son avis, elles possédaient une vie propre, tels des animaux dans la forêt, des hommes dans une pièce ou des oiseaux dans les airs. Si tu vois des hommes dans une pièce, tu ne prétendrais pas que tu les as faits ou que tu es responsable d'eux. Alors pour Philémon, c'est clair que les pensées, là, c'est comme des personnages, c'est comme des esprits autonomes qui ont leur propre vie. Et d'un point de vue chamanique, c'est ce qui se produit aussi. C'est pour ça que le chaman, il va parler aux esprits de la forêt, aux esprits de la nature et aux esprits humains aussi, qui sont des incarnés. Donc, les chamans ont un peu la même vision que Philémon. Les esprits alliés, donc pour les chamans, les animaux qui protègent les chamans et dont leur connaissance est revendiquée. Le cerf est souvent associé au travail chamanique. D'autres animaux accompagnent le chaman dans les rituels de guérison selon la nature de la cérémonie. Ils font aussi appel aux esprits guides des incarnés, c'est ce qu'on disait. Dans le chamanisme, les hommes communiquent avec les animaux, les esprits et même les minéraux de la façon la plus naturelle, parce que tous font un au sein du grand ordre unifié du monde. C'est quoi la réalité pour les chamans, pour le chaman? Il y a la réalité ordinaire et la réalité non ordinaire, celle qu'on voit et celle qu'on ne voit pas, mais que nous pouvons percevoir par d'autres sens, comme un état de conscience modifié, par exemple. Pour le spiritisme, il y a la vie matérielle, tangible, et la vie spirituelle, qui est intangible et difficile à percevoir. Quels sont les piliers de la création? Bien, pour le chamanisme, tout est vivant et interconnecté. Il y a la terre, le ciel et l'enfer. Ces trois mondes, ces trois niveaux, sont reliés entre eux par un axe central, une ouverture. C'est par là que l'âme du chaman en extase peut s'envoler ou descendre lors de ses voyages célestes ou infernaux. Donc, interconnecté. Pour le spiritisme, bien, la création est l'œuvre de Dieu. Il y a la terre, les niveaux d'évolution, qui est le niveau d'évolution moyen, puis il y a les niveaux d'évolution supérieurs et des mondes d'évolution inférieure. Hein, il y a une citation célèbre là, dans l'Évangile selon le spiritisme qui dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Hein. Donc, il y a tous ces mondes-là sont interconnectés. Euh, donc, après la mort, le chamanisme, la mort, les chamans continuent à assister les défunts en les aidant à se diriger dans l'après-vie, de façon à ce qu'ils soient plus heureux. Ils jouent le rôle de psychopompe ou de conducteur des âmes dans l'autre monde. Il s'agit d'un art appliqué à aider autrui. Cela a pour effet de l'aider lui-même, car lorsqu'on emploie son pouvoir pour aider autrui, on reçoit en retour leur aide. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont avides de pouvoir ou bien ceux qui l'utilisent à mauvais escient ont tendance à récolter pour eux-mêmes les conséquences néfastes qu'ils destinaient aux autres. Pour le spiritisme, certains médiums aident les esprits errants dans leur quête d'évolution spirituelle après la mort. Puis on pense ici, entre autres, aux séances de désobsession pratiquées au Centre Spirit à Montréal. Hein, c'est des esprits qui sont encore très, très reliés au monde physique. Et les séances de désobsession ben, peuvent vraiment aider les esprits à s'élever. L'incorporation, tantôt on a dit que le chaman pouvait incorporer des énergies du monde spirituel. Donc, dans quelques communautés en Afrique et en Amazonie, le chaman se laisse incorporer, se laisse posséder par un esprit quelconque, souvent un animal, pour user de pouvoir à des fins de sorcellerie. Toutefois, dans la majorité des pratiques chamaniques, le chaman ne se laisse pas incorporer par un esprit. Sa démarche est consciente du début à la fin du rituel afin de ramener le message tel que perçu dans le monde non ordinaire. Donc, c'est ça, le chaman ne va pas vraiment se laisser, la plupart des chamans ne vont pas se laisser incorporer, mais ils vont communiquer avec les esprits. Dans le spiritisme, on donnait jadis le nom de possession à l'empire exercé par de mauvais esprits.
lorsque leur influence allait jusqu'à l'aberration des facultés. La possession serait pour nous synonyme de la subjugation plus que de l'incorporation. Si nous n'adoptons pas ce terme, c'est par deux motifs. Le premier, qu'il implique la croyance à des êtres créés pour le mal et perpétuellement voués au mal, tandis qu'il n'y a que des êtres plus ou moins imparfaits qui tous peuvent s'améliorer. Le second, qu'il implique également l'idée de prise de possession du corps par un esprit étranger, d'une sorte de cohabitation, tandis qu'il n'y a que contrainte. Le mot subjugation rend parfaitement la pensée. Ainsi, pour nous, il n'y a pas de possédé dans le sens vulgaire du mot. Il n'y a que des obsédés, des subjugués et des fascinés. Donc, c'est quand même un détail important à comprendre ici, là, que pour le spiritisme, la possession n'existe pas. Mais qu'il peut y avoir une forme de contrôle des esprits imparfaits là, sur la psyché de l'humain. L'état de transe, hein, quelques mots pour l'état de transe. Dans le chamanisme, l'état de conscience modifié, l'état de conscience chamanique, c'est un état de conscience modifié, souvent induit par le rythme du tambour. Le voyage chamanique commence avec la sensation de traverser un long tunnel qui se termine par une lumière à l'autre extrémité. Donc, on voit ici, c'est similaire un petit peu aux expériences de mort imminente. Le chaman explore le monde sur lequel il débouche, lequel les gens se sentent happés au moment de la mort. Pour le spiritisme, l'état dans lequel se trouve le médium lorsqu'il est en communication avec les esprits peut être qualifié de transmédiumnique, état de conscience modifié aussi. Donc aussi, ça peut être un contact des esprits par les rêves. On parle d'état catalyptique chez certains médiums à effet physique. Dans le livre des médiums, à la question 19, on demande si la vue des esprits se produit-elle dans l'état normal ou seulement dans un état extatique. Donc, les esprits répondent, ils disent, elle peut avoir lieu dans les conditions parfaitement normales. Cependant, les personnes qui les voient sont assez souvent dans un état particulier, voisin de l'extase, qui leur donne une sorte de double vue. Donc, on voit que c'est quand même des états, dans les deux cas, il y a des états de transe, modifiés de conscience. L'état modifié de conscience chamanique, Jeanne Achterberg elle suggère que l'état de conscience chamanique correspond à l'état mystique où l'on entre en harmonie avec le grand ordre unifié des choses. Ainsi, le chaman évolue dans la structure de l'univers, communique avec toute la nature, y compris avec les animaux, les esprits. Être en bonne santé dans les sociétés chamaniques est synonyme d'être en harmonie avec la totalité des choses. Soigner consiste à instaurer cette harmonie. L'induction de l'état de conscience chamanique. Bien, pour les chamans, c'est les tambours, qui est l'élément utilisé pour déclencher cet état-là. Puis le rythme des tambours est de 4 à 7 cycles par seconde. Les chamans vont aussi utiliser l'utilisation de drogues hallucinogènes qui est pratiquée en Haute-Amazonie. On pense à la ayahuasca, entre autres. Pour le spiritisme, ben, c'est la prière, la méditation, qui est souvent utilisée pour induire un état de relaxation. On pense aux ondes alpha, theta. La séance médiumnique, elle peut être consciente et ou encore inconsciente. On pense ici à l'écriture automatique. La transmédiumnique, elle implique la prise de contrôle partiel ou total du médium par une entité spirituelle extérieure, exemple Chico Xavier, ce qui n'est pas le cas en état de conscience chamanique. Le rêve, pour le chamanisme, le rêve fait partie intégrante du chamanisme. Les chamans tendent à appeler les esprits en rêve et dans certaines cultures, reçoivent même leur pouvoir par ce moyen. À Okinawa, les esprits préviennent l'élu à travers des rêves et des visions. Chez les Esquimaux, le chaman est appelé lorsqu'il voit des esprits en rêve. Parmi les Diogénos et les Louisianos californiens, les futurs chamans peuvent être choisis dès l'âge de 9 ans en fonction de leurs rêves. Donc, dans différentes autres tribus amérindiennes, les rêves initiatiques sont peuplés d'oiseaux et d'animaux tels que des ours, des cerfs, des aigles, des hiboux.
La créature onirique ordonne au rêveur de prendre son pouvoir, de commencer l'apprentissage chamanique. Pour le spiritisme, la question qui est dans le livre des esprits, la question 402, dit: comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil? On répond: par les rêves. Je crois bien que lorsque le corps se repose, l'esprit a plus de facultés que pendant l'éveil. Il a le souvenir du passé, parfois prévision de l'avenir. Il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres esprits, soit dans ce monde, soit dans un autre. Dans la Bible, ça c'est après ça dans la Bible, Louis II, Nombre 12:6. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. L'engagement. Donc, dans le chamanisme, selon Harner, l'une des raisons pour laquelle le chamanisme est un outil puissant réside dans le fait qu'il entraîne l'intervention d'un être humain en faveur d'un autre. Il est important d'avoir à l'esprit que dans le travail chamanique, fondamentalement, on s'engage à aider autrui. Donc, ici, l'engagement est très, très similaire au spiritisme. Hein. Dans le spiritisme, on dit hors de la charité, point de salut. C'est l'ultime engagement ici, c'est d'aider son prochain. C'est la leçon qu'on a dans le spiritisme. Euh, la santé, ben, c'est un état normal. Pour plusieurs cultures chamaniques, la santé, c'est un état naturel que la maladie, qu'elle soit, quelle qu'elle soit, est due à un esprit malfaisant qui entrave l'auto-guérison naturelle du corps et que le rôle du chaman est précisément de chasser ce mauvais esprit. Si on pense à l'effet placebo, hein, parce que la science aussi, le spiritisme, c'est une science. Donc, selon Harner, l'effet placebo est un outil de pouvoir, tout comme en médecine traditionnelle occidentale. Imaginez ce que cela peut donner avec des tambours et en état altéré de conscience. L'effet placebo est extrêmement amplifié. Croire en étant conscient et croire avec un esprit profondément inconscient sont deux choses radicalement différentes. Dans le chamanisme, on a affaire à croire quand on est inconscient. Le chaman semble accéder à ce niveau d'inconscience où nous sommes tous en connexion dans cette dimension. Pour le spiritisme, la science, aujourd'hui, la science, elle admet l'effet placebo. En moyenne, 30% des patients ressentent une amélioration significative de leurs symptômes après un traitement placebo, même s'il ne contient aucun principe actif. Donc, on ne peut éliminer ce principe actif lorsque les passes magnétiques sont données ou reçues. Hein, qu'on le veuille ou non, l'effet placebo participe à, à- aux passes magnétiques. Ici, je donne un exemple de travail d'un chaman. C'est concernant un couple qui désirait avoir un enfant, mais pour une raison inconnue, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Donc, ils ont consulté un chaman. Ça, c'est en Sibérie. Le chaman arriva à la maison de l'homme riche et se mit à charmer et à enchanter, mais non comme il aurait dû le faire en implorant Dieu, les esprits, pour qu'il lui donne un garçon, mais créant lui-même cet enfant. Il façonna ses os avec de la pierre, sa chair avec de l'argile, son sang avec de l'eau de la rivière, puis il entreprit de fabriquer son âme. Il cueillit 70 espèces de fleurs et prépara l'âme du petit garçon à partir d'elle. Quelque temps s'écoulèrent, puis l'homme riche vit naître un garçon. Donc on voit là que le chaman se sert aussi de toutes ce qu'il peut trouver, là. Tu sais, il va vraiment là, faire en sorte que ce qu'il voit dans le monde surnaturel, il va le matérialiser avec quelque chose, le rendre vrai. Donc, la guérison pour le chamanisme, on a parlé tantôt, l'auto-guérison, ça fait appel à un pouvoir supérieur. Le chaman fait la rencontre d'un guérisseur dans la réalité non ordinaire et lui demande assistance. Rolling Thunder, c'est un chaman. Il ne soignait que les gens dont le grand esprit disait qu'il devait les aider. Donc, pour le chaman, c'est pas lui qui guérit.
C'est les esprits qui guérissent. Le spiritisme, ben, nous, on va essayer de guérir par la prière, les passes magnétiques, par le médium guérisseur. Donc, la prière, elle dit, mon Dieu, j'ai regardé la prière là, qui était dans l'Évangile selon le spiritisme pour les malades. On dit, mon Dieu, si vous daignez vous servir de moi, tout indigne que je suis, je puis guérir cette souffrance si telle est votre volonté. C'est la même chose. Parce que j'ai foi en vous, mais sans vous, je ne puis rien. Permettez à de bons esprits de me pénétrer de leur fluide salutaire, afin que je le transmette à ce malade, et détourner de moi toute pensée d'orgueil et d'égoïsme qui pourrait en altérer la pureté. Donc, c'est la même chose pour les chamans. C'est pas eux qui guérissent. C'est le grand esprit qui va guérir. C'est va être selon sa volonté à lui. Nicolas Black, c'est un autre chaman. C'est l'un des derniers chamans nord-américains à avoir été élevé de manière traditionnelle et à avoir suivi la route rouge sacrée. Il déclara, bien entendu, ce n'est pas moi qui guérissais. C'était le pouvoir venu de l'autre monde. Et les visions et les cérémonies avaient fait de moi comme un canal par lequel le pouvoir allait vers ceux qui ont deux jambes. Si j'avais pensé que je pouvais le faire par moi-même, le canal se serait fermé et aucun pouvoir n'aurait pu passer. Donc, c'est clair pour les chamans aussi que c'est pas eux qui guérissent. Pour les chamans aussi, il y a la guérison à distance qui existe. Il y a eu des cas de synchronicité impliquant des malades soignés sans avoir eu aucun contact par des gens se trouvant parfois à des milliers de kilomètres. Le voyage de l'esprit donnant accès à la réalité non ordinaire, synonyme de l'inconscient collectif par exemple. Pour le spirit, les prières sont une forme de soin à distance. On pense à nos séances de vibrations magnétiques le jeudi soir. C'est des vibrations magnétiques à distance qui sont en groupe. C'est destiné aux malades. Donc, c'est une forme de guérison à distance. Maintenant, brièvement, là, quel est le rôle du chaman? Bon, c'est un médium guérisseur, un médium à incorporation selon les cultures, dépendamment des cultures. C'est un exorciseur. Ça peut être une sage-femme, un sage-homme. C'est un sacrificateur. Parce que à certaines époques, puis dans certaines cultures, ben, on sacrifiait des animaux, voire des humains. Encore ici, selon les époques et les cultures. Mais c'était pas sacrifier les humains, là, c'était pas de manière, c'était pas général, ça, là. C'est pas généralisé. Ils font des offices, des rituels avec des tambours, des instruments de musique pour appeler les esprits. Et certains disent la bonne aventure. Pour le spiritisme, le médium, ça peut être un médium guérisseur, un médium à effet physique. Il y a des séances de désobsession aussi, communication avec les esprits errants, divulguer, enseigner les lois divines, aider son prochain et travailler à sa propre évolution spirituelle aussi par la réforme intime. Obsession, on en a parlé un petit peu tantôt. Le rôle du chaman, conçu en tant que médiateur entre les mondes normal et supranormal, s'est fondé sur des systèmes de croyances selon lesquels les ennuis qui menacent l'allure régulière de l'existence sont causés par des représentants du monde spirituel, par des esprits. Des représentants qui peuvent être écartés avec l'aide d'esprits bienfaisants. Comment se déroule une séance de désobsession par un chaman? Là, c'est un exemple ici qui est donné en 1963 au sud de la Russie, près de la Mongolie. Un chaman est en train de guérir un patient et d'exorciser la maladie, provoquant l'intrusion d'esprits maléfiques au cœur de la cérémonie. Il décrit en détail les processus de l'extase et le combat contre les mauvais esprits. Parce que pendant que le chaman il fait son rituel, puis tout ça, le chaman il parle vraiment aux esprits, puis les gens qui sont autour, ils entendent tout ce que le chaman dit. Et les lourds battements de tambour, ben, ils indiquent que le chaman a lancé des flèches d'acier aux esprits de la maladie. Donc, il somme l'esprit, le malfaisant, ni plus ni moins, de quitter, d'arrêter de donner la maladie là, à l'homme. Une autre séance de guérison ici, par James Swan, qui est aussi psychologue. Il offre un exemple vivant d'un chaman au travail. Les spectateurs observent des changements notables chez Rolling Thunder, qui est le chaman.
alors qu'il effectue une cérémonie de guérison, le voyant prendre successivement l'apparence d'un père responsable, d'un aigle, d'un blaireau. La malade entre, elle aussi, dans un état altéré de conscience, parce que là, c'est une femme qui est malade. De même, toutes les personnes présentes sont affectées. Rolling Thunder considère qu'il ne guérit pas par lui-même, mais qu'il est un agent du grand esprit et que guérir vient du monde des esprits. Donc, c'est un autre exemple de séance de guérison ici. Donc, on dit que les lucarnes de la conscience sont les mêmes d'une culture à l'autre, quel que soit, dans la réalité ordinaire, le lieu et les moyens utilisés pour entreprendre le voyage chamanique. Les méthodes de diagnostic et de soins sont-elles aussi identiques dans toutes les sociétés chamaniques? Entrer dans le patient, devenir le patient, puis rétablir le sens de l'interrelation. Pour les chamans de tout genre, la distinction entre le corps, l'esprit et l'âme est néant. Ça n'existe pas. Le corps est esprit, l'esprit est âme. Un bref mot maintenant sur l'apprentissage ésotérique de devenir un chaman. Donc, leur apprentissage réside dans l'art de développer des images mentales, visualisation créatrice, dont certains donnent des conseils pour pénétrer le royaume de l'imaginaire. Les visualisations deviennent aussi réelles que la vie. Dans la seconde phase d'apprentissage a pour but de développer le contrôle sur l'imaginaire à l'intérieur. Les chamans captent la vision et agissent sur son contenu, apprenant ainsi à maîtriser les esprits, ceux qui sont évolués, pour les amener à devenir leur esprit protecteur. Et le don de chamaniser est enseigné par les esprits gardiens qui conduisent l'âme du chaman dans des mondes inférieurs imaginaires où le novice apprend la source des maladies. Du côté du spiritisme, l'adepte, lui, va apprendre à développer ses facultés psychiques et à utiliser ses dons à bon escient. Donc, par des cours de médium, par l'Évangile à la maison, des centres d'études qui offrent des conférences, des lectures en groupe, comme on fait aujourd'hui, des cours d'apprenti de l'Évangile. L'apprenti aussi médium, il va travailler à sa réforme, mais pas juste l'apprenti médium, mais le spirit va travailler à sa réforme intime afin de maintenir un esprit de clarté en syntonie avec les lois divines et les enseignements de Jésus-Christ. Euh, le chaman, il y a des tests de reconnaissance pour devenir l'apprenti chaman. Exemple, chez les Tungus de Sibérie, l'initié doit apparaître devant un chaman plus expérimenté, qui appelle un esprit particulier en présence de la tribu tout entière. L'initié doit être en mesure de raconter la vie de cet esprit et de nommer les autres chamans à travers lesquels il s'est manifesté. Les tribus de Korkor et de Rhodésie vont plus loin encore dans les épreuves, en demandant à leur apprenti chaman d'appeler un esprit spécifique, bien connu du village, de raconter sans erreur l'histoire de sa vie et de localiser son lieu saint. Enfin, il doit identifier les objets, cachés parmi d'autres, identiques dans un paquet, qui ont été utilisés par le dernier chaman habité par l'esprit. Ici, c'est très, très, très similaire. Hein, ça nous fait penser à une autre culture. C'est très similaire au futur Dalai Lama au Tibet. Donc, le prochain lama, là, quand il est enfant, puis tout ça, là, vers l'âge de 7-8 ans, il doit aussi apprendre à reconnaître des objets qui ont appartenu à un lama qui est décédé, même si c'était peut-être son incarnation dans une vie antérieure. De notre côté, dans le spiritisme, là, le médium n'a pas à mesurer à ces épreuves, tests-là. Là. C'est quand même particulier. La révélation chamanique. Donc, un chaman sibérien affirmait avoir subi une épreuve raffinée consistant en voyage dans des pays lointains, remplis de symboles comme des montagnes, des arbres cosmiques, avoir été démembré par un mystérieux maréchal ferrant qu'il avait reforgé en tant que chaman, avec des lettres à l'intérieur de sa tête pour lui montrer ce qu'il devait dire quand il chamanisait. Mais tout cela eut lieu alors qu'il reposait dans sa tente, à moitié mort, rongé par la variole. Donc, il y a eu une révélation alors qu'il était extrêmement malade. Ici, on peut parler des révélations là, à un sens plus large.
Il est nul besoin d'appartenir à une tribu chamanique ou à une quelconque doctrine pour avoir une révélation de l'au-delà. On pense aux êtres à l'approche de la mort qui ont contact avec les proches décédés. Tout un chacun peut faire un grand rêve, le mettant en contact avec des êtres spirituels, leur apportant des réponses, du réconfort. Beaucoup de saints ont eu des révélations. Et on pense à Edgar Cayce aussi, là, qui est un médium contemporain qui est décédé après la Deuxième Guerre mondiale. À l'âge de 12 ans, il affirme avoir eu une vision d'un être lumineux qui l'encourage à aider les autres. Cet événement marqua profondément sa vie. Et toute sa vie après, il va avoir travaillé à aider les autres. Donc, si on compare brièvement les deux, le chamanisme et le spiritisme, en noir, c'est ce qui représente le chamanisme, puis en bleu, le spiritisme, pour l'interprétation. Donc, il existe plusieurs plans ou royaumes de vie en plus de la matière ordinaire du monde dans lequel nous vivons et évoluons. Les spirites, hein, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. C'est très similaire. Une vie humaine fait partie d'un continuum qui exige avant la naissance et qui existe avant la naissance et se prolonge après la mort. Mais pour les spirites, les vies antérieures et les vies futures existent. On parle de la réincarnation. Par une initiation et un entraînement intensif, une personne peut acquérir le pouvoir de transcender les limites ordinaires de l'expérience. Pour les spirites, par la discipline et la réforme intime, le spirit peut affiner ses capacités psychiques. Il y a un chemin spirituel et une ancienne sagesse universelle qui précèdent et sous-tendent les grandes religions et cohabitent très mal avec la philosophie et la science moderne. On peut dire que le spiritisme tend à réconcilier la spiritualité avec la science. Mais on voit que quand même dans les deux côtés, autant du chamanisme que dans le spiritisme, il y a encore beaucoup de difficultés à réconcilier les deux. Donc, on peut dire que chamanisme et spiritisme sont deux mouvements nés à des époques différentes. De par leur similitude, ils expriment vraisemblablement une seule vérité, l'existence d'une réalité visible et invisible, habitée par des esprits, d'un seul créateur de l'univers. Le médium et ou chaman, il est l'être humain, prenant contact avec le monde invisible pour interpréter les messages reçus par les esprits habitant l'autre monde. Des forces spirituelles émanant d'esprits peuvent être canalisées par des personnes pour aider à la guérison de l'âme et du corps physique. Le chamanisme, les premières traces archéologiques remontent à plus de 40 000 ans, avec des peintures rupestres et des rituels funéraires qui témoignent d'une relation entre l'homme et le monde invisible. Du côté du spiritisme, ben, c'est le livre des esprits, hein, qui a été codifié par Allan Kardec en 1857. C'était la publication du livre des esprits en 1857. Donc, c'est même plus récent si on le compare au chamanisme. Donc, en conclusion, le chamanisme, bien qu'il comporte des variantes d'une ethnie à l'autre, d'une époque à l'autre, il est très près du spiritisme décrit par Allan Kardec. On pourrait presque affirmer que le chamanisme, c'est le précurseur du spiritisme et qu'en quelque sorte, le spiritisme est la codification de la pratique chamanique par Allan Kardec avec les informations, les enseignements reçus par les esprits. Donc, voilà.